Dans une ville, entourée de collines verdoyantes, vivait une femme nommée Élise. Elle était réputée pour sa richesse, sa beauté et sa générosité. Son mari, Luc, était tout aussi respecté, mais pour des raisons différentes. Luc était un homme travailleur et discipliné, convaincu que la responsabilité et l'humilité étaient les fondements d'une vie réussie. Ensemble, ils avaient un fils, Max, leur unique enfant, la prunelle de leurs yeux. Max était un garçon joyeux et intelligent, mais en grandissant, il devint évident que sa mère le gâtait bien trop. Dès son plus jeune âge, Max n'a jamais manqué de rien. Élise veillait à ce qu'il ait les meilleurs jouets, vêtements et aliments. Si Max désirait quelque chose, Élise faisait tout pour le lui offrir, aussi absurde que fût sa demande. Même lorsque Luc a exprimé son inquiétude quant au risque que de telles indulgences ne gâtent leur fils, Élise a balayé ses inquiétudes d'un revers de main, rétorquant qu'il n'était qu'un enfant. « Laisse-le profiter de la vie, ne sois pas si strict. » Luc soupira, sachant que ce n'était pas une bataille qu'il pourrait gagner facilement. Le comportement de Max commença bientôt à refléter les effets du surprotectionnisme de sa mère. S'il piquait des cris, Élise cédait rapidement pour le calmer. S'il prenait quelque chose qui ne lui appartenait pas, elle riait et disait qu'il était juste curieux. Quand Max cassait des objets ou se comportait mal, Luc essayait de le corriger, mais Élise intervenait toujours. « Arrête d'être si dur avec lui, » disait-elle. « Tu vas lui faire peur. » À mesure que Max grandissait, les avertissements de Luc se faisaient plus pressants. Il voyait le garçon devenir obstiné et arrogant, mais Élise restait convaincue que l'amour impliquait de protéger Max des conséquences de ses actes. « La discipline peut attendre, » disait-elle souvent, balayant d'un revers de main les inquiétudes de son mari. « C'est mon fils, et je sais ce qui est bon pour lui. » Cette situation frustrait Luc, mais il aimait sa femme et aspirait à la paix dans leur foyer. Il a donc cédé, prenant du recul et espérant que Max changerait naturellement avec l'âge. Malheureusement, le mal était fait. À 13 ans, les conséquences de l'éducation de Élise sont devenues évidentes. À l'école, Max était indiscipliné et rebelle, semant souvent la zizanie en classe. Les professeurs tentaient de le discipliner, mais il rétorquait aussitôt « Je vais le dire à ma mère ». Et fidèle à sa parole, chaque fois qu'il avait des ennuis, Max appelait Élise en pleurs, lui racontant des histoires d'injustice. Élise, forte de sa conviction inébranlable de l'innocence de son fils, fit irruption dans l'école le lendemain, criant sur les enseignants et défendant les agissements de Max. « Pourquoi vous en prenez-vous toujours à mon fils ?» s'écriait-elle, sa voix résonnant dans les couloirs. « Savez-vous combien d'argent j'ai donné à cette école? Si vous ne pouvez pas le traiter avec respect, je l'inscrirai peut-être dans un meilleur établissement. » Les enseignants, pris entre le comportement de Max et la colère de Élise, renonçait souvent à le discipliner. À la maison, la situation n'était guère meilleure. Un soir, Luc surprit Max en train de bousculer leur jeune domestique, Julie, alors qu'elle s'efforçait de terminer ses tâches ménagères. Quand Luc l'a interpellée, Max a haussé les épaules et s'est éloigné comme si les paroles de son père n'avaient aucune importance. Furieux, Luc l'a suivi et a lancé d'un ton ferme. « Ne la touche plus jamais comme ça. Tu m'entends ?» Max s'est retourné et a fusillé son père du regard. « Pourquoi ça t'intéresse ?» répliqua le garçon d'un ton insolent. Avant que Luc n'ait pu ajouter un mot, Élise apparut sur le seuil. « Que se passe-t-il ?» demanda-t-elle, observant la tension entre le père et le fils. Quand Luc expliqua ce qui s'était passé, Élise ricana. « Tu en fais toujours trop ?» dit-elle en entraînant Max derrière elle. « Il plaisante, c'est tout. Pourquoi cherches-tu toujours à le faire se sentir mal ?» Élise, dit Luc d'une voix fatiguée. « Il ne s'agit pas de moi ni de toi. Il s'agit de lui apprendre ce qui est juste. » Mais Élise n'écoutait pas. Au lieu de cela, elle se tourna vers Max et dit doucement « Ne t'inquiète pas pour ton père. Il ne te comprend pas comme moi. » Cette nuit-là, Luc resta éveillé, troublé par la tournure que prenait sa famille. Il aimait profondément son fils, mais le garçon sombrait de plus en plus dans l'irrespect et le sentiment d'avoir tous les droits. Chaque fois qu'il essayait de redresser la situation, l'ingérence constante de Élise réduisait ses efforts à néant. Avec le temps, Luc se replia sur lui-même. « Si elle ne veut pas m'écouter, à quoi bon ?» se dit-il. Il décida de laisser Élise s'occuper de Max comme elle l'entendait, même si l'avenir lui serrait le cœur. Mais la situation ne fit qu'empirer. Les écarts de conduite de Max s'intensifièrent, et la défense aveugle que sa mère lui imposait ne fit que l'enhardir davantage. Luc assista impuissant à la transformation de son fils bien-aimé en un étranger, un garçon qui ne le respectait plus
plus, ni personne d'ailleurs. À l'adolescence, Max était devenu une source de troubles, non seulement à la maison, mais aussi à l'école et dans le quartier. Il affichait l'arrogance de quelqu'un qui se prenait pour le centre du monde, une conviction nourrie par des années de complaisance de la part de sa mère. Les professeurs se méfiaient de lui, ses camarades l'évitaient. Il harcelait ceux qui osaient lui tenir tête et prenait le règlement scolaire à la légère. Les rares personnes qui tentaient de le corriger s'exposaient souvent à la fureur de Élise. Un incident survenu à l'école a particulièrement marqué les esprits. Max s'était fait prendre en flagrant délit de vandalisme sur la voiture du principal avec une bande de copains. Interpellé, Max avait ricané et déclaré « Ma mère va payer, ce n'est qu'une voiture ». L'administration scolaire, exaspérée, a décidé de l'expulser. Mais avant même que la lettre ne parvienne à Élise, elle est arrivée aux portes de l'école dans sa voiture de luxe, furieuse. « C'est quoi ces bêtises ?» s'écria-t-elle au directeur. « Mon fils ne va nulle part. Vous croyez pouvoir ruiner son avenir pour une broutille ? Savez-vous qui je suis ?» Le directeur, un homme calme et patient, expliqua la gravité des actes de Max, mais Élise refusa de l'écouter. « Si c'est une question d'argent, je paierai les dégâts, » a-t-elle rétorqué sèchement. « Et si c'est pour punir mon fils, vous devriez avoir honte. C'est un enfant. » L'école a fini par céder, non pas parce qu'elle approuvait Élise, mais parce que ses dons lui permettaient de survivre. Max, quant à lui, n'a rien appris. Le lendemain, il arpentait les couloirs avec arrogance, comme s'il était intouchable. La défense inébranlable de sa mère ne fit que le rendre plus audacieux, et ses méfaits s'intensifièrent. À la maison, la situation prit une tournure plus sombre. Sans l'influence de Luc, Max se comportait comme si la maison était son royaume. Il aboyait des ordres au personnel et traitait la femme de ménage, Julie, avec irrespect. Un jour, alors que Julie tentait d'échapper à ses avances déplacées, il lui saisit le poignet et lui dit « Tu travailles ici grâce à ma mère, n'oublie pas ça. » Julie a signalé l'incident à Élise, espérant sa protection, mais Élise a minimisé la situation. « Max s'amuse, c'est tout », a-t-elle dit d'un ton désinvolte. « Il ne veut faire de mal à personne. » Luc, bien que divorcé et vivant séparément, entendait encore des rumeurs concernant le comportement de son fils. Il souffrait de voir ses avertissements se réaliser, mais il ne pouvait plus faire grand-chose. L'amour aveugle de Élise avait engendré un garçon qui croyait qu'il n'y avait ni limite ni conséquence. C'est à cette époque que les pensées de Max commencèrent à dériver vers des sujets profondément troublants. Les éloges et l'affection excessive de sa mère, conjugués à son manque de limites, pervertirent son sens moral. Il commença à voir Élise d'une manière qu'aucun fils ne devrait jamais voir sa mère. Au début, ses pensées le mettaient mal à l'aise, mais à mesure qu'elles persistaient, il se persuada qu'il n'y avait rien de mal à cela. Après tout, sa mère ne lui avait-elle pas toujours donné tout ce qu'il désirait? Ne comprendrait-elle pas cela aussi? Un soir, Élise rentra du travail, épuisée après une longue journée. Max l'accueillit à la porte avec son charme habituel. « Laisse-moi t'apporter de l'eau, maman, » dit-il avec un large sourire. Elle lui rendit son sourire, reconnaissante de sa gentillesse, ignorant tout de la supercherie qui se cachait derrière ce geste. Max avait drogué l'eau avec une substance qu'il avait volée dans les réserves médicales de la famille. Élise but l'eau sans se méfier et sombra dans un sommeil profond et anormal. Max se glissa dans une pièce à la faveur de l'obscurité et eut des relations sexuelles avec elle. Le lendemain matin, à son réveil, Élise se sentait groggy et désorientée. Quelque chose s'est détaché, mais elle n'y a pas prêté attention. « Je suis peut-être juste surmenée », pensa-t-elle à voix haute. Elle a parlé de sa fatigue à Max plus tard dans la journée, et il a rapidement répondu « Tu travailles trop, maman. Tu devrais te reposer davantage. » Son ton était si innocent, si sincère, que Élise n'a pas jugé bon de l'interroger davantage. Encouragé par la facilité avec laquelle il s'en était tiré, Max a réitéré la scène à plusieurs reprises. Il arrivait à Élise de se réveiller avec une sensation étrange, allant même jusqu'à se demander si on ne l'avait pas drogué. Mais elle chassait rapidement cette idée. « Max est un garçon si adorable, » se disait-elle. « Il ne me ferait jamais de mal. » La confiance de Max grandissait à chaque succès. Pour lui, la confiance et l'amour de sa mère étaient la preuve qu'elle ne l'arrêterait pas si elle découvrait la vérité. Mais son arrogance allait bientôt causer sa perte. Un soir, Max prépara l'eau droguée comme d'habitude. Cependant, lorsque Élise emporta le verre dans sa chambre, elle le renversa accidentellement. Sans y prêter attention, elle se versa un verre d'eau plate et le but. Max,
ignorant de l'incident, poursuivit son plan machiavélique. Cette nuit-là, alors que Max se glissait dans la chambre de sa mère, Élise remua et se réveilla. D'abord désorientée, elle était troublée par la vue de son fils penché au-dessus d'elle. Puis, réalisant ce qui se passait, elle se figea d'horreur. « Max !» haleta-t-elle en se serrant fort dans la couverture. « Qu'est-ce que tu fais ?» Max hésita, puis haussa les épaules comme si de rien n'était. « Maman, ne fais pas semblant d'être surprise. Ce n'est pas la première fois. » Élise sentit son estomac se nouer. « Que voulez-vous dire? Depuis combien de temps ça dure ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de choc et de colère. Max eut un sourire narquois. « Depuis la première fois où je t'ai donné cette eau, tu sais, celle qui t'a si bien fait dormir ?» Élise se sentait mal. Son propre fils, le garçon qu'elle avait aimé et protégé, avait trahi sa confiance de la manière la plus inimaginable. « Sors de cette pièce !» hurla-t-elle, la voix brisée. « Maintenant !» Mais Max ne bougea pas. Au lieu de cela, il la foudroya du regard. « Je n'ai pas fini, » dit-il froidement. « Pourquoi agis-tu ainsi? Tu es à moi. Tu m'entends? À moi, maman !» À cet instant, Élise vit le monstre qu'elle avait créé. Rassemblant ses dernières forces, elle repoussa Max et sortit en courant de la pièce, le cœur battant la chamade. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit la peur, non pas du monde extérieur, mais de son propre enfant. Élise s'enfuit de la maison à toute vitesse, le souffle court. Dans la nuit, vêtue seulement de sa chemise de nuit. Son cœur battait la chamade, partagé entre la peur, le dégoût et la prise de conscience soudaine qu'elle avait engendré le monstre qui la poursuivait. Les rues habituellement paisibles de la ville semblaient soudainement emplies d'ombre, mais Élise ne s'arrêta qu'une fois arrivée au poste de police. Lorsqu'elle fit irruption, décoiffée et tremblante, les agents de service furent surpris. « Qu'y a-t-il, madame ?» demanda l'un d'eux d'un ton pressant. « C'est mon fils » balbutia Élise d'une voix à peine audible. « Il ne va pas bien. Il a tenté de me faire du mal. Vous devez l'arrêter. » Les policiers échangèrent des regards inquiets, mais n'hésitèrent pas. Ils rassemblèrent rapidement leur équipement et se rendirent en voiture chez Élise. Ce qu'ils y découvrirent glaça le sang, même des plus endurcis. Max était assis sur le perron, un couteau serré dans sa main, les yeux exorbités de colère et de confusion. « Où est-elle » demanda-t-il, tandis que les policiers s'approchaient. « Ramenez-la !» Le chef de patrouille s'avança, la main posée sur son arme à la ceinture. Max posa le couteau. « Parlons-en. » Max laissa échapper un rire froid et creux qui mit les policiers mal à l'aise. « Tu crois pouvoir m'arrêter ? Elle est à moi. Elle m'appartient. » Les policiers l'encerclèrent prudemment, leurs mouvements lents et mesurés. Un agent a distrait Max en lui parlant, tandis qu'un autre l'approchait par derrière et le désarmait rapidement. Max hurlait de rage et se débattait violemment pendant qu'il le maîtrisait et le menottait. Les agents sont parvenus à le maîtriser sans le blesser, mais il était évident pour tous les témoins que le garçon avait perdu le contact avec la réalité. Quand Max a été emmené, Élise est restée plantée là, dans la gare, tremblante. Elle avait du mal à réaliser ce qui venait de se passer. Son fils, le garçon qu'elle avait chéri et adoré, était devenu méconnaissable. Elle repensait à tous les moments où elle l'avait défendu, protégé, ignorant les signaux d'alarme. Chaque souvenir lui pesait comme un fardeau sur la poitrine. Plus tard dans la nuit, Élise, seule dans sa petite cellule, était incapable de dormir. Pour la première fois, elle s'autorisa à voir la vérité en face. Son amour n'avait pas sauvé Max. Au contraire, il lui avait permis de devenir quelqu'un capable de la détruire, elle et lui-même. L'arrestation de Max a choqué toute la ville. Des rumeurs se sont rapidement répandues au sujet du garçon, autrefois si adoré, et de sa mère qui l'avait toujours défendu. Au poste de police, les agents ont interrogé Élise et Max. Le garçon ne montra aucun remords, avouant ouvertement tout ce qu'il avait fait comme si c'était son droit. Son audace et son absence de culpabilité ne firent qu'accroître le malaise des policiers. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait agi ainsi, la réponse de Max fut glaçante. « Elle m'a donné tout ce que je voulais. » dit-il simplement. Pourquoi en serait-il autrement cette fois-ci? Ces mots brisèrent le cœur de Élise. Elle comprit qu'elle avait appris à Max à croire qu'il n'y avait ni limite ni conséquence. Elle pensait le protéger, mais en réalité, elle avait failli à sa mission envers lui et envers elle-même. Max fut placé dans un centre de détention en attendant son procès. Le psychologue désigné par le tribunal le décrivit comme un danger pour autrui et recommanda qu'il reste sous étroite surveillance. Élise assista aux audiences en silence, le visage pâle et tiré. Cette fois, elle n'avait pas les mots pour le défendre. Pour une fois, elle savait qu'elle était impuissante. Dans les semaines qui suivirent, la vie de Élise n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle ne pouvait plus traverser la ville sans ressentir le poids des regards désapprobateurs. Les voisins chuchotaient dans son dos, leur voix murmurant des phrases comme « trop douce »
et trop aveugle. Mais Élise se fichait des commérages. Sa douleur était plus profonde que tout ce que l'on pouvait imaginer. Chaque soir, elle repassait les événements en boucle dans sa tête, essayant de se souvenir précisément du moment où elle avait failli à son devoir envers son fils. Était-ce la première fois qu'elle excusait sa crise de colère? La première fois qu'elle ignorait les avertissements de Luc? Ou était-ce à chaque fois qu'elle choisissait de voir Max comme son ange parfait, fermant les yeux sur ses défauts? Elle a fini par consulter un psychologue, déterminée à comprendre comment ses actes avaient contribué à la tragédie. Grâce à ce processus, Élise a commencé à guérir, mais les cicatrices sont restées. Elle a commencé à parler à d'autres parents de la communauté, partageant son histoire comme un avertissement. « Aimez vos enfants », leur disait-elle d'une voix calme mais chargée d'émotion. « Mais n'aimez pas aveuglément. Apprenez-leur la discipline, apprenez-leur le respect, apprenez-leur que leurs actes ont des conséquences. » Quant à Max, son destin prit une tournure plus sombre. Ses années en centre de détention furent marquées par une rébellion et une agressivité constante. À sa majorité, il fut transféré dans une autre prison, sa vie étant désormais définie par ses choix et l'éducation qu'il avait façonnée. L'histoire de Élise devint une leçon qui résonna dans tout le village et au-delà. C'était une histoire d'amour tragique, des dangers de l'excès et du prix à payer en l'absence de discipline et de responsabilité. Bien que Élise ait porté le poids de ses erreurs toute sa vie, elle se consacra à aider les autres à éviter le même sort. Au final, l'histoire de Élise et Max a servi de rappel poignant. L'amour sans limite peut autant détruire que construire.